au Cameroun, pays de mes ancêtres, qui attend encore Paul Biya. Nous avons dénoncé par plusieurs fois la tendance que certaines Camerounaises et Camerounais et une certaine opinion manipulée ont d'accorder de l'importance à des événements qui sont en réalité faits pour distraire de l'essentiel. L'un de ces événements, fait pour distraire les Camerounaises et les Camerounais de l'essentiel, c'est le rituel d'apparition et de disparition successive du chef du régime au pouvoir au Cameroun, imposé depuis les années 50 par le colonialisme et le néocolonialisme français, et qui a été successivement assumé par Charles Okala, par André-Marie Mbida, par Amadou Babatoura Ahidjo et maintenant, depuis 1982, par Biya Paul. Depuis plusieurs années, usant et abusant du droit d'être âgé, M. Biya organise, ou alors son régime et son entourage organisent ses apparitions et ses disparitions comme étant des événements de nature religieuse. On connaît dans la littérature religieuse camerounaise les histoires des apparitions de la Vierge Marie, dont quelques-unes des plus célèbres se situent dans la localité de Simalène à Yaoundé. Mais Biya Paul et le gouvernement néocolonial dont il est l'âme absolument perverse ont aussi réussi à glisser son personnage à lui parmi ceux qui auraient des capacités à la fois angéliques et fantomales d'apparaître et de disparaître, de naître et de mourir de ses propres cendres, littéralement tel une sorte de phénix. Et les Camerounaises et les Camerounais, largement lobotomisés par ces rituels, ayant en réalité pour but de les distraire et de leur faire croire à la réalité surnaturelle de leurs dirigeants, alors même qu'il n'y a de Dieu que Dieu, sont tombés largement sous le charme de cette manipulation mentale. Alors, selon que M. Biya est à Yaoundé ou qu'il n'est pas à Yaoundé, toute l'attention de cette opinion manipulée tourne autour de la question: quand viendra-t-il? Est-il parti? Vit-il encore? Est-il déjà mort? Toute question qui, en réalité, comme on le verra, ne transforme et ne modifie en rien le sort quotidien, le sort catastrophique et apocalyptique des Camerounaises et des Camerounais. C'est dans ces conditions qu'en ma qualité de serviteur leader des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, je soulève la question: qui attend encore Paul Biya au Cameroun? Nous allons commencer par voir qui l'attend. Et ensuite, nous allons voir qui ne l'attend pas. Et enfin, nous allons voir que ceux qui ne l'attendent pas sont en réalité plus nombreux et infiniment plus nombreux que ceux qui l'attendent. Dans chacune de ces hypothèses, nous allons analyser le comportement de la classe politique camerounaise afin de rappeler les fondamentaux de la lutte de libération nationale et continentale. Sans plus tarder, commençons. Qui attend Paul Biya au Cameroun? Ceux qui attendent Paul Biya au Cameroun, ce sont les proches partisans de Paul Biya, c'est-à-dire sa propre famille, les tout proches partisans de Paul Biya, c'est-à-dire les membres les plus fidèles et loyaux envers lui de son parti, le RDPC. Ceux qui attendent Paul Biya, ce sont ceux qui ne peuvent pas vivre au Cameroun sans bénéficier des avantages incommensurables, des avantages immérités que le régime de Paul Biya leur a donnés. Voilà ceux qui attendent Paul Biya au Cameroun. Je viens de refaire, je vous rappelle les trois groupes de gens qui attendent Paul Biya au Cameroun. Les membres de sa famille, c'est logique. On ne peut pas reprocher aux membres de sa famille de l'attendre, d'espérer qu'il va bien et même qu'il vivra 200 ans. Ceux qui attendent Paul Biya au Cameroun, ce sont, deuxièmement, les membres les plus proches. Je ne parle même pas de la base de son parti, le RDPC. C'est-à-dire ceux qui sont dans sa combine, associés à sa combine depuis très longtemps. Ses compagnons fidèles et loyaux. On ne peut pas reprocher à ses compagnons fidèles et loyaux de l'attendre. Ils l'attendent. Et ils espèrent qu'il vivra même 200 ou 300 ans, comme j'ai vu écrire une de ses militantes, un peu perdue tout à l'heure sur Facebook. Le troisième groupe de ceux qui attendent Paul Biya au Cameroun et qui croient qu'il reviendra toujours, toujours et toujours, qu'il reviendra même à la limite sous forme messianique au Cameroun, dans 200 ans, dans 300 ans, dans 400 ans, ce sont ceux qui jouissent de positions sociales, économiques, administratives, de positions, dans l'appareil de la jouissance du bien public immérité au Cameroun. C'est-à-dire les saprofites, les parasites, les profito-situationnistes, des gens qui ont une condition de vie qui ne correspond pas du tout à leurs compétences, qui ne correspond pas du tout à leur productivité, qui ne correspond pas du tout à leur mérite. Ce sont eux qui l'attendent.
Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Quels sont ceux qui n'attendent pas Paul Biya? Ceux qui n'attendent pas Paul Biya, c'est l'écrasante majorité des près de 30 millions de Camerounais qui vivent au quotidien sans bénéficier de l'attention et de la moindre attention de l'autocrate camerounais. Je tiens à vous rappeler que depuis plusieurs dizaines d'années, Paul Biya ne rend plus visite au peuple camerounais. Quelles que soient les circonstances. Que ce peuple soit dans la joie extrême ou que ce peuple soit dans le deuil le plus affligeant, Paul Biya ne lui rend plus visite. Les dernières catastrophes qui ont frappé le pays et qui ont vu Paul Biya se déplacer datent de la fin des années 80. La fameuse catastrophe dite du lac Nyos, qui avait endeuillé le nord-ouest de notre pays natal. C'est la dernière fois que Paul Biya est allé vers des Camerounais éplorés, des Camerounais blessés, des Camerounais catastrophés ou frappés. Cela fait plus de 30 ans que ce monsieur-là se fiche pas mal si des Camerounais brûlent dans un train, comme ça a été le cas à Ezeka. Si des Camerounais sont massacrés par l'armée, comme ça a été le cas dans le Cameroun dit anglophone ou dans la partie nord du pays. Cela fait plus de 30 ans que Paul Biya se fiche pas mal des victimes des bavures de ses forces de défense et de ses forces spéciales. Cela fait plus de 30 ans que Paul Biya se fiche pas mal de ceux qu'il a emprisonnés injustement au Cameroun. Donc, et cela fait alors largement plus de 30 ans que Paul Biya se fiche pas mal de l'écrasante majorité de la population africaine, à savoir la population camerounaise, pardon, à savoir les jeunes Camerounais. Tous les événements concernant Paul Biya et en rapport avec le Cameroun, eh bien, se sont déroulés dans l'enceinte du palais de l'unité, quand Paul Biya est là, et c'est tout. Il ne sort ni vers les jeunes, ni vers les femmes, ni vers les personnes âgées, ni vers les victimes de catastrophes naturelles, inondations, accidents spectaculaires de la route, accidents ferroviaires absolument tragiques et mortels. Paul Biya se fiche pas mal des Camerounais. Et cela est vrai dans toutes les provinces du Cameroun. Certains pourraient penser que Paul Biya privilégie les Camerounais de sa région d'origine, le sud du Cameroun. Ce n'est pas vrai, même dans le sud du Cameroun, où il passe pourtant une bonne partie de son temps. Dans son village de Bromeka, Paul Biya est enfermé dans sa bulle. Il se fiche pas mal du pays Betty Boulou dans sa réalité quotidienne. Ce n'est pas son problème. Les gens pensent que Paul Biya passe son temps avec les Betty Boulou, il ne passe pas son temps avec eux. Ils ne le connaissent pas plus que le reste des Camerounais. Il ne va pas chez quelqu'un. Et quelqu'un ne va pas chez lui. En dehors du cercle restreint de sa famille, de son clan, et de ceux qui jouent un rôle essentiel dans la pérennité de son pouvoir. Il ne va ni dans le nord, ni dans l'extrême nord, ni dans l'Adamawa, ni dans le nord-ouest, ni dans le sud-ouest, ni dans le littoral, ni dans le sud. Il ne va même pas dans le centre. Quand Paul Biya est à Yaoundé, c'est exactement la même chose que Paul Biya n'est pas à Yaoundé. Parce que quand il est à Yaoundé, il ne va jamais vers les Camerounais. De rares Camerounais ont accès à lui, ceux qui sont absolument utiles à la continuité de son pouvoir. Donc, comment voulez-vous que les Camerounais attendent quelqu'un qui n'a pas leur temps? Comment peut-on attendre quelqu'un qui n'a pas votre temps? Je rappelle toujours une anecdote personnelle aux Camerounaises et aux Camerounais. J'étais élève d'école primaire à Kondibassa, à l'école privée laïque de Kondibassa, à la fin des années 70. Le fondateur de notre établissement s'appelait M. Samuel Sameset. Paix à son âme, il est passé de l'autre côté depuis très longtemps. Mon maître de cours élémentaire 1, s'appelait, eh bien, Noumbé Michel. J'espère qu'il est toujours vivant, Monsieur Noumbé Michel. Et nous avions... Non, ça je crois que j'étais au CP. Mon maître de CP s'appelait François Nyabo. Mon premier maître d'ailleurs. C'est quand j'étais dans la classe de Monsieur François Nyabo. Alors, Valéry Giscard d'Estaing vient à visiter le Cameroun. Et avec son grand avion qui s'appelait à l'époque le Concorde, il ne pouvait pas atterrir à Yaoundé. L'aéroport de Yaoundé, en 1979 par là, n'était pas capable d'accueillir le grand avion Concorde de Valéry Giscard d'Estaing. Il lui a donc fallu atterrir à Douala et puis prendre la route de Douala à Yaoundé. Et la route de Douala à Yaoundé à l'époque, ce n'était pas la route actuelle qu'on appelle l'axe lourd abusivement, qui ne vaut même pas, mérite même pas le nom d'autoroute. C'était la route qui passe par Douala en passant par Edea, la route ancienne, qui sort de Douala par la région de Bassa, va à Mafumu PK21, s'en va à Edea, puis remonte vers Yaoundé. C'était cette route-là. Et justement, l'école privée laïque de Kondi Bassa, l'école dans laquelle j'ai fait mes premières classes jusqu'au cours élémentaire 2, avant d'aller à Ndorombe, Lokbaba, cette école se trouve sur la route Douala-Edea, au PK8, juste avant le marché
de la calomnie, qui s'appelle Boumléré, le marché du commérage. Et donc, un ordre avait été donné par le dictateur Ahidjo, par son régime, que toutes les écoles qui se trouvent sur l'itinéraire du président Valéry Giscard d'Estaing sortent pour le saluer en compagnie du président Ahidjo. Je crois que je dois avoir entre 5 et 6 ans. Entre 5 et 6 ans au maximum. Et M. François Nyabo nous fait sortir et il nous aligne. Il nous aligne au bord de la route. Moi, enfant de 5 ou 6 ans, je me dis, enfin, je vais voir le monsieur qui est le président du Cameroun et je vais voir aussi le monsieur qui est président de la France. Comme on nous demande de sortir pour les accueillir, j'imagine qu'ils vont s'arrêter pour nous saluer, pour nous parler, parce qu'on ne peut quand même pas sortir, les accueillir et puis ils ne viennent pas à nous. Dis donc. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Et je pense que ma conscience politique, elle est née ce jour-là. On s'aligne, on s'est tapé le soleil d'Afrique centrale, un soleil tendu, vertical. Ça te tape à 45 degrés au sommet du crâne. Heureusement qu'il y a de l'eau et beaucoup de vent. Sinon, tu peux t'évanouir. On attend les gens là pendant pratiquement 4 à 5 heures de temps. On était massés au bord de la route. À Bassa, on était massés depuis pratiquement 8 heures. Jusqu'à 11 heures, midi par là, eh bien, Ahidjo et Giscard n'étaient pas encore passés. Astaghfirullah. Et puis tout d'un coup, on nous dit écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Le cortège est passé à plus de 100 à l'heure. Sur une route nationale. Fiou! On nous dit criez, criez, applaudissez. Moi j'ai dit à Mouf Mide, je ne crie pas, je n'applaudis pas. Parce que tous mes camarades de classe étaient en train maintenant de se disputer pour dire, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. J'ai vu le président. Ils sont passés à plus de 100 à l'heure. Donc, mon maître, François Nyabo, nous dit applaudissez, applaudissez, le président passe. Il se rend compte que je n'applaudis pas. Il dit, Nyam, si tu n'applaudis pas. Je dis, monsieur, j'applaudis que je l'ai vu. J'applaudis quoi? Je ne l'ai pas vu. Vous nous avez sortis pour attendre le président. On l'attend, il passe en filant. On ne le voit même pas. Il ne salue même pas quelqu'un. Mais moi, ça ne sert à rien. Il fallait me laisser tranquillement dans ma classe à l'école ou me laisser rester chez moi, manger les recoins de ma mère. C'est quoi ça? Un président qui dit qu'il vient vers nous, il passe comme ça. Hé, tais-toi, tu risques de me créer des problèmes. Ne parle pas comme ça, me dit mon maître, François Nyabo, à qui je suis très reconnaissant, parce que c'est lui qui a tenu mes premiers pas à l'école. C'est lui qui m'a appris à lire et à écrire, hein? François Nyabo. Éternelle reconnaissance. Par la suite, d'ailleurs, il va finir sa carrière à la police, hein? Monsieur Nyabo François. Mais je vous rapporte cette anecdote que moi, ça me fatigue, les présidents. Les présidents qui disent qu'on doit les attendre et qui ne viennent pas vers les gens. Les présidents qui n'ont pas le temps des gens, moi-même aussi, là, par habitude, je n'ai pas leur temps. Mais oui, et il faut que nous, les Africains, on prenne l'habitude de ne pas nous occuper des présidents qui ne s'occupent pas de nous. Bon, il n'a pas ton temps. Toi, tu sors, tu t'étales là pendant 5 heures, 6 heures, tu l'attends, il passe, fiou. Paul Biya n'a pas le temps des Camerounais. Paul Biya se fiche pas mal du peuple camerounais. Donc le peuple camerounais n'attend pas Paul Biya. Tout Camerounais normalement constitué sur le plan mental. C'est-à-dire qu'il y a un peu de jugeote. La jugeote que j'avais à 5 ans, là, si les Camerounais l'ont, ils ne vont plus jamais attendre un type comme Paul Biya. Quel que soit celui qui occupe le palais de l'unité, à Yaoundé, un président qui se comporte comme Paul Biya, là, il ne sera jamais plus attendu. Parce que les Camerounais meurent, que les Camerounais vivent, que les Camerounais survivent, que les Camerounais crèvent, Paul Biya n'a pas le temps des Camerounais. Et puis, il y a des niais. Et c'est pour ça qu'on a créé le concept de camerouniaiserie. C'est-à-dire que quelqu'un se fout de vous à un tel point que vous vous dites qu'il est vraiment important. Un comportement de Stockholmard, d'individu pavlovisé. Il a un mépris souverain pour le peuple camerounais. Et ce n'est même pas un mépris ethnique. Ce n'est pas du tribalisme. C'est un mépris d'un autocrate cynique, sadique, froid, indifférent à son peuple. C'est ce qu'il est. Donc, le peuple camerounais, dans son écrasante majorité, n'attend pas Paul Biya. Les gens ont un souci, c'est le pain du jour. Plus de 50 à 60% de notre population vit en deçà du seuil de pauvreté, de 2 $ par jour. Vous pensez que quand les gens se lèvent, leur problème c'est de savoir si Paul Biya est venu ou pas? L'écrasante majorité des Camerounais, ceux qui ont un peu de bon sens conservé, n'attendent pas Paul Biya. Parce que Paul Biya lui-même n'a pas leur temps. On n'attend pas quelqu'un qui n'a pas votre temps. L'opposition camerounaise, elle aussi. Je parle de la véritable opposition. Celle qui veut incarner une alternative et une véritable alternance à la tête du pays. Aucun opposant camerounais normalement constitué ne peut attendre Paul Biya. Pourquoi? Parce que Paul Biya n'a aucun respect pour l'opposition politique.
Il l'a nié, renié, méprisé, piétiné, brutalisé, ensauvagé, divisé, manipulé de toutes ses forces depuis qu'il est au pouvoir. Pour Paul Biya, un opposant a au maximum 4 directions. Première direction, la trahison. Ça devient un faux opposant qui fait semblant d'être opposant, alors que la nuit, il prend ses consignes au palais présidentiel, au cabinet civil du président ou au ministère de l'administration territoriale chez l'apprenti sorcier à Tangadji. Voilà la première destination d'un opposant dans la tête de Paul Biya. Deuxième destination d'un opposant, la prison. Un opposant qui s'oppose et qui devient efficace et qui devient respecté ou écouté dans le pays, Paul Biya se précipite de restreindre la liberté par des gardes à vue, des résidences surveillées, des emprisonnements abusifs, des déportations à l'intérieur du pays. Deuxième destination. Troisième destination, chez Paul Biya, pour un opposant, le cimetière. Il en a enterré des milliers. Il tue. Paul Biya est un président qui tue ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et je ne vais pas vous faire ici une litanie de tous les opposants politiques camerounais qui ont trouvé la mort par la faute du régime de Paul Biya. Comment on va l'attendre? Pour qu'il vienne encore tuer des gens? On va l'attendre pour qu'il vienne encore emprisonner des gens? On va l'attendre pour qu'il vienne encore corrompre des gens? Quatrième destination des opposants à Paul Biya, tout naturellement l'exil. La marginalisation, l'exclusion du pays. C'est la situation de pratiquement toute la diaspora camerounaise, à laquelle Paul Biya n'a pas reconnu un avantage dont il jouit, lui, sa femme et ses propres enfants et la plupart de ses ministres et présidents directeurs généraux d'entreprise, la double nationalité. C'est plus de 3 à 4 millions de Camerounais vivant à l'étranger qui sont rejetés, méprisés par Paul Biya, qui osent même leur demander de contribuer au budget national, de financer le budget national alors qu'il les a exclus, alors qu'il les exclut au quotidien de leur propre pays natal. Donc, pourquoi voulez-vous que la diaspora, celle du moins qui est consciente, attende Paul Biya? Pour qu'il fasse quoi? Nous qui vivons en diaspora là, Paul Biya a fait quoi pour nous? Pour que lui on se mette à l'attendre et qu'on s'inquiète de quand il va venir, de quand il... Paul Biya, qu'est-ce qu'il représente dans nos vies au quotidien? Zéro pointé. La diaspora camerounaise, du moins la diaspora normalement constituée, celle qui a au moins l'intelligence que j'avais quand j'avais 5 ans. Et que j'ai dit à M. Nyabo, monsieur, il fallait vraiment me laisser tranquillement chez moi. Moi, cette affaire de venir accueillir des présidents qui ne s'arrêtent pas pour saluer les gens, je ne suis pas dedans. Le maître Nyabo dit, hé, Nyamsio, pardon, tais-toi. Tu vas me créer des problèmes. On va penser que c'est moi qui t'ai dit de dire ça. Tu vas faire convoquer tes parents par la CEDOC. Ne pose pas des questions comme ça. Il a dit, en tout cas, moi, j'ai dit pour moi, hein. Moi, monsieur, rentrons. Comme j'étais son élève préféré, il m'a calmé comme ça, m'a ramené. Mais je n'ai jamais oublié que la réponse de monsieur Nyabo m'a conforté dans le fait que ce que je disais était vrai. Et c'est pour me protéger, protéger ma famille, qu'il m'a demandé de baisser le ton. Que tu ne sais, tu connais Aïdjo. Tu connais Aïdjo. Mais c'est la situation. Donc, réponse à la deuxième partie de notre intervention. Qui n'attend pas Paul Biya? Mais l'écrasante majorité des Camerounais. Les véritables opposants camerounais n'attendent pas Paul Biya. On n'attend pas Paul Biya. Qui n'attend pas Paul Biya? Mais écoutez, tous ceux qui travaillent de leurs propres mains, c'est-à-dire la classe ouvrière camerounaise, les entrepreneurs camerounais qui travaillent à la force de leurs mains, de leur propre génie, ils n'attendent pas Paul Biya. Parce que s'ils attendaient Paul Biya, ils seraient déjà tous morts. Les paysans camerounais n'attendent pas Paul Biya. Tu attends Paul Biya pour faire quoi? Quelqu'un qui a promis l'industrialisation du système agricole camerounais et qui a enterré des milliers de tracteurs uniquement par méchanceté pour que ça ne profite pas aux Camerounais de toutes les régions. Oui, Paul Biya a fait ça. Il a financé l'achat de tracteurs qui devaient permettre la mécanisation avancée du système agricole camerounais. Comme il fallait partager ces tracteurs dans toutes les régions du pays, Paul Biya a préféré laisser les tracteurs rouiller et se gâter. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en permettant à la classe paysanne et la classe ouvrière d'améliorer ses conditions de vie, celle-ci deviendrait capable de faire des revendications beaucoup plus importantes au niveau des droits économiques, des droits sociaux et des droits politiques. Paul Biya a choisi exprès d'appauvrir la majorité des Camerounais pour que les Camerounais ne soient pas suffisamment forts pour le contester. Voilà pourquoi il a saboté ses propres projets de développement. Parce qu'il est plus facile de dicter ses 4 volontés à une population sous-développée, une population appauvrie, qu'à une population développée, une population bien enrichie, une population prospère. Paul Biya a choisi la misère comme technique de conservation du pouvoir. Son régime a organisé régulièrement la misère des masses camerounaises. Parce que c'était une condition pour les contrôler, pour les manipuler, pour les diviser. Donc, qui attend Paul Biya? La plupart des Camerounais se réveillent le matin et se débrouillent pour vivre. On sait que si tu comptes sur Paul Biya, tu es mort. Toutes les classes laborieuses du Cameroun fonctionnent sans Paul Biya. Et personne, les gens ne lui demandent plus rien. Puisque de toutes les façons, lui-même ne s'occupe pas d'eux. Et on ne sait même pas où le trouver. C'est un homme introuvable.
Donc voilà la deuxième catégorie de ceux qui n'attendent pas Paul Biya. Et ils ont raison. On attend quelqu'un qui sait que vous existez. On attend quelqu'un qui veut compter sur vous. On attend quelqu'un qui a de la considération pour vous. Vous n'attendez pas quelqu'un qui ne veut même pas vous voir. Vous l'attendez pourquoi? Alors maintenant, venons à la conclusion de ma démonstration. On sait qui attend Paul Biya, une minorité de prévaricateurs, de profiteurs, de prébandiers. On sait qui n'attend pas Paul Biya, l'écrasante majorité des Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, maintenant, que faire de cette histoire de disparition récurrente, de disparition successive? Là, il est parti, ça fait plus de 50 jours, il est parti. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais il faut résumer tout cela en un seul problème, et c'est la conclusion de mon propos. Le problème national camerounais, c'est celui de la mise du terme du régime imposé au Cameroun par le colonialisme et le néocolonialisme français. Le régime Ahidjo Biya. Le problème collectif du peuple camerounais, c'est de s'unir comme un seul homme pour mettre fin à ce régime et instaurer un nouveau régime politique basé sur notre expérience historique, sur nos valeurs de civilisation, une république fédérale panafricaine. Que Paul Biya soit là, ou que Paul Biya ne soit pas là, que Paul Biya soit vivant, ou que Paul Biya ne soit pas vivant, le problème du peuple camerounais, c'est de se libérer du régime de Paul Biya. Donc, paradoxalement, le peuple camerounais n'a pas à attendre Paul Biya, car sa présence ou son absence équivalent à la même nuisance. Le peuple camerounais a à ne plus s'attendre lui-même. Il a à se prendre en main et à, par millions, à revendiquer, comme les peuples sahéliens l'ont fait, son droit d'avoir des dirigeants qui pratiquent la trilogie: défense de la souveraineté, défense de la liberté de choix stratégique et défense des intérêts vitaux des peuples. C'est cette trilogie qui explique la transformation politique en cours ici au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui sont les laboratoires de la révolution panafricaine du XXIe siècle africain. C'est dans ce chemin que le peuple camerounais doit s'engouffrer. Et c'est le meilleur moment pour lui de s'y engouffrer, parce que de toutes les façons, la présence ou l'absence de Paul Biya sont égales à zéro. Ce sont des opérations à somme nulle. Le Cameroun est piloté déjà par les héritiers de Paul Biya. Le clan de Paul Biya a capturé l'essentiel des manettes de cet État. Paul Biya, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, n'est plus celui qui au quotidien gouverne ce pays. Il sert de prétexte, il sert de mascotte, il sert de voile à un clan qui s'est accaparé des fonctions décisionnelles de l'État, qui contrôle les principaux corps des forces de défense et de sécurité, qui contrôle les manettes du crédit, de la dette, les manettes financières et qui contrôle les manettes médiatiques du pays. C'est ce clan que le peuple camerounais doit chasser au lieu d'entrer dans le jeu trompeur de l'attente ou de la non-attente du dictateur. Que M. Biya soit vivant ou qu'il soit mort, ce n'est pas ça le problème des Camerounais. Parce que les Camerounais eux-mêmes, leur existence ou leur mort n'est pas le problème de Paul Biya. Nous ne pouvons pas considérer la vie de Paul Biya comme notre problème, alors que notre vie n'est pas le problème de Paul Biya. On appelle ça kiff-kiff. On appelle ça couper igname. Tu n'as pas mon temps, je n'ai pas ton temps. Le problème de Paul Biya, c'est de mourir au pouvoir et de transmettre le pouvoir à son clan. Le problème du peuple camerounais, c'est de reprendre le pouvoir et d'exercer le pouvoir à travers des dirigeants qui le respectent. C'est tout. Donc on n'a pas le même problème que Paul Biya. On ne peut pas l'attendre. On ne peut pas attendre Paul Biya. Ça n'a aucun sens parce que son problème n'est pas notre problème. Lui, son problème, c'est de mourir au pouvoir, d'être enterré en Vomeka avec tous les honneurs et que les membres de son clan, ceux qu'il a choisis, notamment son fils, lui succèdent. Ça, c'est son problème. Mais ça, c'est pas ça le problème du peuple camerounais. Le problème du peuple camerounais, c'est que ça suffit. On est 30 millions, le pays se meurt, le pays va imploser. La misère rampante a atteint des dimensions, la corruption a atteint des dimensions, la désespérance a atteint des dimensions, telles que si on continue à laisser ce petit clan-là, le clan des Biyaz, confisquer le pays, mais le pays, il va crever. Donc, le peuple camerounais, lui, il a un problème. Mettre fin au régime de Paul Biya. Et Paul Biya, lui, il a un problème. Tout faire pour mourir au pouvoir et transmettre le pouvoir à son clan. Vous voyez? Donc, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est une affaire de qui tout double. Soit le peuple reprend son destin en main. Et alors, on peut espérer entrer dans une dynamique positive, comme celle des pays de l'Alliance des États du Sahel. Soit le peuple ne reprend pas son destin en main, et cette bande de prévaricateurs, de voleurs, de criminels, d'incompétents, va continuer à déchiqueter ce pays, comme elle le fait déjà. Donc, je peux conclure, sans risque de me tromper, qui attend encore Paul Biya? Les niais et les niaises, les nullards, les paltoquets sont eux qui l'attendent. Les profiteurs, les profito-situationnistes, les escrocs, les voleurs, ceux qui accompagnent Paul Biya dans sa gabégie criminelle contre le peuple camerounais sont eux qui l'attendent.
Pour nous, quoi dedans? Du coup, on n'a rien dedans. We know there for inside. We go wait. Who come and we go wait? That man don't get our time. We don't get his time. We go make waity that man. The man don't finish show. He never finish show. Our player for inside. Now waiting. How we Cameroonians dare we wait for somebody who dare not have any time for us? Never respected us at all. He is waited by the people of his clan. The short list of those who are squandering Cameroonian resources with him. Those who are protecting his regime because they know that through that regime they can continue stealing Cameroon. These are the people who are waiting for Mr. Biya. We are not waiting for him. We Cameroonians, the majority of these people, who knows that Mr. Biya is absolutely condescending, betraying our honor and our dignity for many decades now. We are not waiting for him. How dare you wait for somebody who has no time for you? The farmers, the peasants, the workers, the youth, the women, all the working classes of Cameroon cannot dare wait for that man. The true Cameroonian opponents cannot wait for that man because that man has no respect for plurality, no respect for their so-called democracy. So stop playing the game of the dictator. Stop expecting something from his comeback, his life or his death, because his life and his death are equal to zero for us. He has been neglecting our lives for decades now. And if we still remain able to think, like I was able to think being a small child, being a child in Cameroon, one of those days they made us wait for Mr. Ahidjo and his visitor, Valéry Giscard d'Estaing of France, for more than 6 hours on the road, under the sun. And those people, in their cars, they passed in front of us at a high speed, more than 100 kilometers per hour. Even their heads, we didn't see. How dare you ask me to go and welcome somebody who has no consideration for me, no respect for me? How dare you, Cameroonian people, still be waiting for somebody who has never more shared your sufferings? How dare you wait for him? We have nothing to wait from Mr. Biya. We have only one goal, is to emancipate our country from this neo-colonial regime imposed by France, by the West on Cameroon. This regime of incompetent killers, thieves, monsters must be ended. And the Central Africa must join the movement of African emancipation that is going ahead now in the Sahelian State Alliance. This is the path of freedom for Cameroonians, not waiting for this old dictator. We have seen everything with Biya. We need no more thing. We have nothing else to learn from him. We know everything about him. He knows everything about how he was a monster for us. So the divorce has been done for a very long time between the Cameroonian people and Mr. Biya. Who waits for Biya is a stupid man, a very naive man or woman. If you have just a little common sense, you will not be waiting for somebody who considers you like nothing in the equation. Voilà, mes chers amis, le résumé en anglais de ma réponse. Et je finirai par ma langue maternelle, puisque j'ai commencé par une anecdote en pays bassa. À Bonba Cameroun, un waran kal le haï Cameroun, le aïe bem, mouvement s'appelle Paul Biya, ouais aïe jong wetibi. Paul Biya go bengira Bonba Cameroun. Paul Biya en hola be man Cameroun to wara. Bonba Cameroun ba ye wo manjel, ba wo Sahara, ba wo Méditerranée, ba wo Mbenge. Paul Biya go bengira Bonba Cameroun, ba ba ye mbegre. Paul Biya go bengira yong, wenun sal hisi, ilong yong. Wenu we risiri bolo ha Cameroun. Le umbek ba higikel, ni bon le ubana mi jegbikel, Paul Biya go bengira yong. Wenu go money ikesa doctor, u konok, Paul Biya go bengira yong. Ni we manangira yele la ye benje. Paul Biya ya ba ha Cameroun. Son itarbere, an lobe su bon ba Cameroun, an lobe mambay, an lobe rikou, an lobe bengelong. Biya aye Cameroun, tole Biya tabe Cameroun aye lelem jam, aye to jam. John mwen aye ha Cameroun. Anka hongona nole dilama bem Paul Biya, webi jong binay a. Bi jong binay. Muna bembang Paul Biya a. Dilama karal kundegis.
ñu bon leri bongol bon ba Cameroun bo ba soba bon ba Afrika di lama bengen lo bike biena Israël yak be bon ki bo iba enel ba bandi hebe bes di lama kwe bo ba so di o long ye bon le Afrika iba mase ngira imbenge Cameroun yo mara iba mase ngira imbenge ba yo mere ikerim liman no melonge mura bembang biya ni bembang Paul Biya e Cameroun ay ni angini ni tola ay wok an hula be to jam di gwendi jam jara e Cameroun yele di karal kunde yes Biya abnip ay joanip pula sibon wa hula bole ba nip kunde i borongira e okala leteni ngira mbida e ay jo tola Biya kunde yes ibe niva de la mandiri yo énorme longueur pas une énorme longueur nous la bembang Biya mimwe tola ningye in hula be to jam nous le ningye tola mimwe mi hula be nyeto jam mbale yo m'importe tout nous m'importe énorme longueur. Paul Biya eh bien est au point mort à Genève. Paul Biya est tombé en brousse. Le vieil autocrate camerounais n'a pas donné signe actif depuis bientôt plus de 40 jours. 40 jours et 40 nuits que l'homme a disparu des radars. Il évolue entre les cliniques de rafistolage, de rabibauchage, des cliniques de rapiessage biologique, de réanimation et son village suisse, l'hôtel intercontinental de Genève. La grande question qui se pose, c'est en fait, jusqu'à quand M. Biya va-t-il continuer à lier la paix, la sécurité, la prospérité du peuple camerounais à sa seule vie individuelle, à son espérance de vie personnelle? Jusqu'à quand M. Biya va-t-il continuer à prendre en otage le peuple camerounais, qu'il a été incapable de conduire vers la modernité économique, politique, qu'il a été incapable d'émanciper du pouvoir de la misère, de la violence, de l'injustice, de la désespérance, le pouvoir de la mort? Car Biya est un nécrophile, c'est un nécrophage, c'est un nécrocrate, quelqu'un qui a gouverné par la mort. L'erreur que l'on commet, quand on pense que le président Biya continue à tenir le peuple camerounais en otage, c'est celle qui consiste à ne pas se rendre compte qu'à 94 ans pratiquement, cet homme-là lui-même est l'otage de son clan. Ce clan composé de son épouse Chantal Pulchéry, Vigourou, épouse Biya, composé de ses propres enfants, dont son fils, et bien le plus en vue, Franck Emmanuel Biya, composé de sa garde personnelle de proximité, composé des forces spéciales camerounaises, qui sont dans la garde présidentielle, dans le bataillon d'intervention rapide, dans les renseignements généraux, dans la sécurité militaire, et dans les coopérants étrangers veillant à la sécurité du tyran. Tout ce clan-là, qui est chargé de protéger Paul Biya, en réalité se protège en kidnappant Biya Paul. Certains d'entre vous pourraient me dire, professeur Franklin Djamsi, ou à Cameroun ou à Afrique, n'êtes-vous pas en train d'exagérer? Et je vous donnerai quelques preuves. On m'appelle le docteur, le professeur des preuves. Tout le monde se souvient de l'audio de Paul Biya en visite à New York, aux États-Unis. Paul Biya a mené à une conférence internationale à l'occasion de laquelle il devait parler de la situation de l'économie camerounaise, des perspectives de développement du Cameroun, en présence de plusieurs chefs d'État et d'autres personnalités politiques relativement de premier rang. Il y a à cette occasion une anecdote que vous ne devez jamais oublier. Se croyant sans doute hors micro, Paul Biya demande à son aide de camp où est-ce qu'il est. Son aide de camp lui dit, nous sommes à une conférence internationale, vous devez lire un discours. Paul Biya lui demande où se trouve le discours. Son aide de camp se précipite pour le lui apporter et il le place sur le pupitre. Paul Biya demande, est-ce que je dois parler maintenant? Son aide de camp lui dit oui. Paul Biya demande, est-ce que parmi les gens qui sont assis là, parce qu'il n'a pas conscience de ceux qui sont assis autour de lui, est-ce qu'il y a des gens importants parmi eux? L'aide de camp, ça se passe au micro et tout le monde entend dans la salle. L'aide de camp lui dit, mais oui, monsieur le président, il y a eu le président rwandais qui a parlé, il y a eu plusieurs ministres qui ont parlé, c'est votre tour de parler. Paul Biya répond et rétorque à son aide de camp. Mais moi, je n'ai pas demandé tout ça. Je n'ai pas demandé tout ça. Par cette formule de Paul Biya, on comprend qu'il est l'otage d'un clan qu'il utilise pour donner l'illusion qu'il exerce pleinement le pouvoir, alors même que c'est ce clan qui exerce le pouvoir à travers lui. Paul Biya avoue, lors de cette scène, qui n'est pas inventée et que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, il avoue qu'on l'utilise comme marionnette. On lui fait lire des discours, on l'amène dans des cérémonies, alors même qu'il n'a pas marqué son accord, et même jusqu'à la dernière minute, on l'oblige à aller lire des discours
eh bien, qu'il n'a pas du tout envie de lire. Et c'est ce qu'il va faire ce jour-là. Son aide de camp lui dit, c'est maintenant. Monsieur le Président, c'est votre tour d'aller parler. Levez-vous, levez-vous. Il faut que vous alliez parler. Paul Biya va se lever péniblement et il va lire un véritable somnifère de discours à l'adresse d'une assemblée dont il ne connaît pas la composition. Je ferme là la démonstration par la preuve. Je ne vous dis jamais des choses qui ne sont pas prouvées. Vous pourrez vérifier et si vous voulez, je vous retrouverai la vidéo. Où Paul Biya dit, je n'ai pas demandé tout ça. Qui sont ces gens-là? On lui dit que ce sont... Mais vous êtes à une réunion internationale, on est aux États-Unis. Ah bon? Je dois parler maintenant. On dit, oui, oui, c'est vous qui êtes à moi. Ah bon, moi? Je reste assis ou bien je me lève pour aller parler. On dit non, vous devez vous lever. Vous voulez rester assis, on peut vous apporter le discours sur place. Cette scène, à elle toute seule, si on la colle à une autre scène, où ils sont au palais de l'unité, à Yaoundé, en compagnie de son épouse, Chantal Pulchéry, Vigourou de naissance, épouse Biya. Ils sont devant un public à l'occasion de la fête nationale du 20 mai. Le public est en train d'acclamer le président, et le président a un trou de mémoire. Il ne sait plus comment il s'appelle, qui il est, ni où il est. Sa femme prend ses deux mains et les soulève pour l'obliger à saluer le public. Vous avez aussi cette scène-là. Je cite juste ces deux scènes. Et vous vous rendez compte que, en réalité, Biya est une marionnette. Il a certes des petits moments de lucidité, mais Biya est la chose de son clan. Il est l'otage de sa propre guerre successorale. Deux scènes. Une aux États-Unis, l'autre à Yaoundé. Où vous voyez que l'homme est en réalité téléguidé. Il est manipulé, il est tripatouillé, il est trimballé. Et que son séjour à Genève n'est pas le fait de sa propre volonté. À Genève, il est dans les mains de son clan. Lequel clan tient actuellement toutes sortes de messes noires pour organiser la confiscation du pouvoir au Cameroun. Voilà la réalité, voilà la situation de mon pays natal. Seulement, dans ce pays, tout le monde braque tout le monde. Et il y a une chose qu'a dite aujourd'hui, hier, lors de sa tournée à l'intérieur du Burkina Faso, dans la région de Yarda, une chose qu'a dite le président Ibrahim Traoré, camarade président, capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Il a dit que à Ouagadougou, des soi-disant experts politiques occidentaux étaient venus le voir pour lui proposer 4 produits chimiques qu'il pouvait introduire dans l'alimentation des Burkinabés pour les rendre dociles, bêtes, idiots, pour les rendre fatalistes, pour leur enlever la confiance intellectuelle en eux-mêmes. Et ces experts occidentaux proposaient à Ibrahim Traoré, président du Faso, d'administrer ce produit-là dans les régions où il y a trop de terroristes, pour que tous ceux qui vont consommer de la viande, du café, de la bière, etc., consomment ces produits-là qui détruisent les capacités cérébrales. Le président Ibrahim Traoré, dans l'anecdote qu'il raconte, dit que c'est ce jour-là qu'il a compris qu'en réalité, dans plusieurs pays africains, l'apathie, l'amorphisme, l'état de suivisme moutonnier des populations s'explique aussi par ce travail de lobotomisation, ce travail en réalité de destruction des capacités cognitives, des capacités psychiques par l'intoxication alimentaire. Une intoxication organisée par les laboratoires occidentaux, et dans ces laboratoires jouent un rôle fondamental les sionistes. Et on sait très bien que la garde personnelle de Paul Biya est assurée par les sionistes, les experts extrémistes israéliens. Ce sont eux qui sont allés au Burkina proposer au président Ibrahim Traoré des méthodes d'abrutissement du peuple, afin, lui, disait-il, de s'assurer un pouvoir absolu. Le président Ibrahim Traoré a fait donc l'hypothèse que les méthodes en question sont en fait testées sur plusieurs pays africains et que une certaine soumission, une certaine servitude africaine doit s'expliquer aussi par ce dispositif. Je rapporte cette anecdote parce que je fais l'hypothèse que mon pays natal, le Cameroun, est assommé par ce type de produit. D'abord, pourquoi? Parce que c'est un pays qui est dominé par un nombre incroyable de brasseries. Et Paul Biya est l'acteur de la prolifération des brasseries au Cameroun. C'est un pays où la bière, les alcools frelatés de toutes sortes sont distribués à une cadence vertigineuse. En Afrique, je cite d'abord le Cameroun. En fait, les Camerounais sont abrutis par ce qu'on leur fait manger. Ils sont abrutis par ce qu'on leur fait boire. Ils sont abrutis par toutes sortes de choses. Et c'est sur cette infrastructure-là que la domination de ce pouvoir-là s'explique. Oui, je suis obligé de tirer des leçons de ce qu'a dit le président Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui peut expliquer cette extraordinaire lucidité que nous, les résistants camerounais, qui sommes à l'étranger, avons, par rapport au degré de suivisme aveugle qu'on peut observer chez plusieurs de nos compatriotes, y compris ceux qui ont la possibilité de s'exprimer et qui n'osent pas regarder en face l'ignominie, 43 ans d'arriération sur tous les plans, infligée par un homme.
le pays doit avoir un problème au niveau de sa colonne vertébrale psychique. Et les Camerounais sont assis et sont en train de regarder Biya et sa bande de voleurs s'organiser pour se partager le Cameroun après la mort de Biya. Mais les mêmes Camerounais que nous sommes des grands défenseurs, tout naturellement, des révolutions. Partout où elles ont lieu en Afrique. Si vous allez faire un sondage dans la classe politique camerounaise sur les révolutions au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et même faire un sondage dans l'opinion camerounaise sur les révolutions au Burkina Faso, au Mali, au Niger, elles sont majoritairement approuvées par le peuple camerounais. Mais si vous leur dites que nous, au Cameroun, on doit faire la même révolution, les problèmes commencent. Intellectuellement, ils ne peuvent pas expliquer pourquoi le Cameroun n'a pas droit à une révolution comme le Mali, comme le Burkina Faso, le Niger. Mais ils en sont biologiquement incapables. Les gens sont biologiquement fatigués à l'idée d'imaginer qu'il nous faut trouver une solution pour libérer le pays du régime néocolonial. Ça fatigue le Camerounais. Ça, c'est un sujet qui épuise ses capacités psychiques. Il faut donc faire l'hypothèse qu'il n'y a pas seulement, tout naturellement, les autres facteurs, on les connaît. Le tribalisme, la corruption, la division de l'opposition, la manipulation néocoloniale. Il y a probablement à penser que le Cameroun est un pays sous lobotomisation chimique et biologique. Et il nous faut regarder plusieurs pays africains d'un œil nouveau grâce à cette anecdote du président Ibrahim Traoré. Cette anecdote nous dit beaucoup sur ce qui se passe sûrement dans plusieurs pays africains. Paul Biya est otage de sa guerre successorale. Si notre peuple était en bonne santé, physique et mentale, il sortirait par millions dans les rues du Cameroun et le régime de Biya serait versé la rue et on ouvrirait une période de transition. On mettrait en place un processus pour aller vers une constitution résolvant le problème anglophone, résolvant le problème de la corruption de l'État, le problème de l'exclusion politique. On irait vers une république fédérale du Cameroun du 21e siècle sans difficulté. Mais l'erreur que nous commettons collectivement, nous, les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'attendre. On attend que le Cameroun s'effondre sur notre tête. On attend que le Cameroun nous tombe dessus. Voilà des gens qui sont dans un palais de porcelaine dans lequel se battent des éléphants. Et qui gentiment sont assis sur les chaises, regardant les éléphants s'affronter. Ne sachant pas que l'affrontement des éléphants, c'est-à-dire la guerre successorale au Cameroun, elle va se traduire par l'effondrement du Cameroun sur les Camerounais. Cette guerre successorale va engendrer une guerre civile. Et c'est le peuple camerounais qui sera sur les routes. Et ils ont décidé d'en découdre. Car il n'y a pas d'accord sur la succession de Biya Paul. Les réunions successives qui se sont multipliées dans son palais improvisé à Genève se concluent par des bagarres à coups de poing, des bagarres au couteau, des menaces de mort. Bientôt on entendra le bruit des coups de feu. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que Biya n'a pas reçu le pouvoir au Cameroun de son père à lui, le patriarche Mvondo Assam. Ce n'est pas lui qui a donné le pouvoir à Biya. Biya veut donner le pouvoir à son fils à lui. Et son propre parti politique n'est pas d'accord. Amadou Ahidjo, qui a cédé le pouvoir à Biya sous l'injonction française, n'est pas le papa de Paul Biya. Paul Biya veut transformer à brûle-pourpoint la République en monarchie. Alors qu'il avait dit plusieurs fois qu'il était inconcevable qu'on ait un système de dauphinat soi-disant constitutionnel, qu'il y ait un successeur désigné. C'est ce qu'il a fait en modifiant abusivement la Constitution, en créant Urbi et Orbi une fonction de vice-président de la République non élu, qui aurait vocation à assumer le poste du président prétendument élu. Nous assistons donc maintenant à l'effondrement continu du Cameroun, avec la complicité passive du peuple camerounais, notre peuple. Ce qui va nous arriver au Cameroun sera de notre faute. Nous tous, de l'intérieur ou de l'extérieur, quand la guerre civile, générée par ces voyous, qui pendant plus de 42 ans ont pillé ce pays, va éclater, c'est nous, peuple camerounais, qui allons payer les pots cassés. Nous allons payer les pots cassés si nous n'agissons pas avant, si les patriotes de toutes les forces vives du Cameroun, de l'intérieur et de l'extérieur n'agissent pas avant, nous allons payer les pots cassés parce que nous serons soumis à la logique de la servitude volontaire, si merveilleusement dénoncée par le brillant philosophe Étienne de la Boétie. Nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, avons depuis maintenant bientôt 2 ans alerté en permanence nos concitoyens camerounais de l'intérieur et de l'extérieur sur la nécessité de bâtir le pays sur la base d'une conscience panafricaine, de sortir des logiques de conscience tribale, de conscience religieuse, de conscience régionale, de sortir des logiques claniques imposées par la tradition colonialiste pour nous connecter au vent de la révolution panafricaine qui souffle merveilleusement au Sahel. Devenir le pays qui va impulser la révolution panafricaine d'Afrique centrale vers la fondation de l'Alliance des peuples africains, l'Alliance panafricaine d'Afrique centrale, APAC. Voilà le chemin
par lequel nous pouvons sortir comme des grands de l'impasse dans laquelle nous sommes. Les Camerounaises et les Camerounais jouent à un jeu absolument dangereux. Regardez la fumée blanche à l'hôtel intercontinental de Genève et croire que leur destin sera positivement ou négativement déterminé par l'annonce ou la non-annonce de la mort de Biya Paul. Alors qu'il n'en est rien. Biya Paul a mis en place une monarchie. Cette monarchie est déjà en marche. C'est elle qui exerce le pouvoir. Biya Paul lui-même est otage de ses propres héritiers qui le tiennent en main. Et on ne peut pas comprendre la situation politique camerounaise sans ce principe de prise en otage. On a entendu une responsable secondaire de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, SNH, s'exprimer avec beaucoup d'outrecuidance et d'arrogance. Depuis les années 80, où Biya est arrivé au pouvoir au Cameroun, il avait privatisé la gestion des hydrocarbures du Cameroun. La gestion du pétrole camerounais a été privatisée par Biya Paul. Privatisée. Non pas par une entreprise privée qui lui appartiendrait. Non, elle a été privatisée au sens de... Elle a été réduite à l'affaire du président de la République. Je ne vous dis pas n'importe quoi. En 1987-1988, le premier directeur, l'un des tout premiers directeurs de la Société nationale des hydrocarbures sous le régime de Paul Biya s'appelait Jean Assoumouvé. À la télévision camerounaise, la Cameroun Television, elle s'appelait à l'époque CTV, qui s'appelle aujourd'hui CRTV, Cameroun Radio Television. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui était fait des fonds, des revenus du pétrole. Voici la réponse du directeur général de la SNH, Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. La gestion du pétrole du Cameroun est une affaire strictement personnelle qui se déroule entre le chef de l'État et moi. Je recommence la réponse. La gestion du pétrole du Cameroun est une affaire strictement personnelle qui se déroule entre le chef de l'État et moi. Une troisième fois. La gestion du pétrole du Cameroun est une affaire strictement personnelle qui se déroule entre le chef de l'État et moi. Et il en est ainsi de toutes les matières premières stratégiques de ce pays. Il en est ainsi de la gestion de la dette. Ils ont confisqué le pays. Non pas pour en faire quelque chose de merveilleux. Non même pas pour agir dans le cadre de ce qu'on appelle la dictature éclairée. Réaliser des hôpitaux, des routes, réaliser des universités, réaliser des industries. Non! Ils l'ont confisqué uniquement pour en jouir ad vitam aeternam de père en fils. Dans la perspective d'un projet de monarchisation du pays. Donc on entend une kidam, une fille à papa, une insignifiante responsable secondaire de la Société nationale des hydrocarbures, dont j'ai même oublié le nom. On l'entend se lever et dire que celui qui ose critiquer Paul Biya, ou critiquer son directeur moribond de la Société nationale des hydrocarbures, que celui qui fait ça, eh bien, il va être poursuivi, il va être puni, il va être sanctionné. Moi, ce n'est pas la menace dans cette affaire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la prétention exprimée par cet héritier. En réalité, c'est le règne monarchique des Biya qui s'exprime déjà, à travers la voix de ces seconds couteaux, qui se comportent comme si le Cameroun leur est dû. Le Cameroun, notre pays à tous là, ça leur est dû. Leurs pères ont fini de voler, ils vont venir voler avec Franck Biya. Il y a une génération qui est en train de monter au Cameroun là, qui pense que le Cameroun lui est dû. Qui pense que Paul Biya a le droit de prendre le Cameroun comme sa chose et de le leur donner comme leur chose. On va les appeler les privatistes de la nation. Les privatiseurs de la nation. Et ils s'expriment sans complexe. Ils s'expriment avec suffisance. Cette expression sans complexe et sans suffisance sur le bien commun, comme étant un bien personnel, un bien privé, elle est le germe des pires guerres civiles dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois que des gens qui ont des responsabilités publiques ont parlé du bien public comme étant d'un bien privé, ils ont légitimé les guerres civiles. Ils ont provoqué les pires colères. Ils ont légitimé les pires aventures. Et c'est ce que les Camerounaises et les Camerounais qui m'écoutent, les Africaines et les Africains qui doivent aider le peuple camerounais à se libérer, doivent comprendre. Mon pays natal est en marche vers une affreuse guerre civile. Car M. Biya, obnubilé par son projet de présidence à vie, est désormais l'otage de ses successeurs. Des successeurs qu'il a désignés de façon cafouilleuse pour les empêcher de le précipiter dans le shéol. On connaît la méthode des dictateurs pour durer.
Ils promettent le pouvoir à plusieurs personnes et ils entrecognent les têtes des dictateurs. Vous connaissez, c'est la méthode que Ouattara a utilisée en Côte d'Ivoire. Il promet le pouvoir au président Guillaume Soro, il promet le pouvoir au président Henri Konan Bédié, il promet le pouvoir au vice-président, premier ministre pendant un temps, Daniel Kablan Duncan, il promet le pouvoir au premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il promet le pouvoir au premier ministre Ahmed Bakayoko, il promet le pouvoir à l'ancien premier ministre Charles Konan Bani, il promet le pouvoir à l'ancien ministre Marcel Amontano. Alassane Dramane Ouattara a promis le pouvoir présidentiel au moins à 10 personnes. Ensuite, il s'est bien calé dans sa chaise pour voir comment les 10 personnes s'entretuaient. C'est la méthode de Biya pour le Cameroun. Il a promis le pouvoir à son fils, mais il a promis aussi le pouvoir à beaucoup d'autres gens. Pourquoi? Pour que ces gens combattent son fils de telle façon que son fils ne l'empêche pas d'être président jusqu'à sa mort. Mais aussi de telle façon que son fils commence déjà à combattre ceux qui pourraient l'empêcher d'exercer la monarchie après la mort de son père. Un cynisme et un sadisme démoniaque. 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 Est-ce que vous comprenez? Dans la situation actuelle du Cameroun, soit ce pays va se retrouver à feu et à sang, et ce sont les populations civiles qui vont perdre, soit ce peuple va décider de prendre par millions les rues du Cameroun pour obtenir une transition vers une véritable république inclusive, une république panafricaine. Nous n'avons pas plus de 2 choix. Si nous laissons la situation pourrir, eh bien c'est notre nation qui va y mourir. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, c'est notre nation qui va y mourir. Et elle va entraîner l'Afrique centrale dans une spirale extrêmement dangereuse. Le peuple camerounais, sans doute entre autres fatigué par les produits lobotomisants qui lui sont injectés dans la bière, dans le poulet aux hormones, injectés dans la mauvaise viande, injectés dans tous les produits frelatés qu'on lui fait consommer. Le peuple camerounais pense qu'une libération naturelle va avoir lieu à la seule annonce de la mort de Paul Biya. Alors que la mort de Paul Biya est plutôt, en réalité, le signal de l'installation de la monarchie des Biyas à la tête du Cameroun. Donc, si vous êtes toujours en train de dormir, réveillez-vous. Si vous êtes toujours en train de penser que se battre pour que ce pays change, c'est à l'avantage de quelqu'un, quittez dans ça. Si vous pensez que le Cameroun sera meilleur quand les successeurs de Biya s'en seront emparés, vous vous trompez car c'est déjà le cas. Le Cameroun est déjà géré par les successeurs de Biya et il n'est pas meilleur. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'affronter et c'est notre peuple qui va en payer les pots cassés. Il faut anticiper. Ou bien les difficultés brisent un peuple, ou bien elles achèvent de le rendre plus fort. Mon conseil au peuple camerounais, c'est de s'inspirer de la révolution sahélienne. Je refuse de penser qu'au Cameroun, nous n'avons pas nos Assimi Goïta. Nous n'avons pas nos Abdourahmane Tiani. Nous n'avons pas nos Ibrahim Traoré. Car si nous n'avons pas des hommes de cette qualité, dans nos forces de défense et de sécurité, le pays est perdu. Si nous n'avons pas dans la société civile camerounaise des serviteurs du peuple africain du Cameroun qui transcendent les bornes ethniques, les bornes religieuses, les bornes régionales, et qui pensent à bâtir une nation qui soit un modèle d'émancipation pour l'Afrique centrale et une force d'entraînement pour les pays qui l'entourent. Si nous n'avons pas dans notre société civile des hommes et des femmes de cette qualité, nous sommes perdus. Une bonne partie de la classe politique camerounaise est en train actuellement de faire des petits calculs pour essayer de survivre en appartenant à l'une des équipes qui se battent pour la succession. C'est une triple trahison. C'est une triple trahison. Il faut bien au contraire, collectivement, s'inspirer des révolutions populaires qui ont lieu dans notre continent, et notamment de la révolution sahélienne, et mettre un terme à un régime qui ne peut rien faire de bon pour nous. Alors, on me dira tout naturellement, facile à dire, difficile à faire. Et je répondrai toujours, partout où, collectivement, un peuple a décidé de mettre fin à sa situation de domination, personne n'a été capable de le vaincre. Moi tout seul, Nyamsiwa Cameroun, toi tout seul, Camerounaise, Camerounais, où que tu sois, tu ne peux pas changer la situation du Cameroun. Et il faut par contre que toi tu te changes, pour être de ceux qui vont changer la situation du pays. L'alchimie entre la conscience collective et la conscience individuelle, elle commence toujours par une prise de conscience individuelle. Si nous prenons conscience individuellement que nous sommes obligés de nous battre ensemble pour libérer le pays, non pas pour quelqu'un, mais pour nous tous, pour l'Afrique souveraine en lutte, si nous en prenons conscience, nous mènerons les opérations de libération du pays d'une manière absolument convergente et incontestable. C'est tout le sens de l'ouvrage que je montre toujours ces derniers temps quand je parle aux Camerounais, l'ouvrage que j'ai écrit et que j'ai dédié, eh bien, à la naissance de ce Cameroun. J'appelle à travers cet ouvrage
pour un nouveau leadership populaire camerounais, appelle aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Le programme est dans ce tout petit livre. Toute personne qui l'a lu comprend où nous pouvons aller pour que le Cameroun sorte de la honte, de l'ignominie dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Cela dépend de nous, c'est-à-dire cela dépend de toi et de moi. Cela dépend de tous ceux qui vont être capables de sortir des bornes et des enclos de l'ethnie, de la région, de leur religion. Les enclos, eh bien, idéologiques étroits, tous ceux qui seront capables d'en sortir vont réaliser ce grand Cameroun. Moi, par définition, je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Et c'est à ceux qui sont véritablement sans espoir que l'espoir est permis.